Lancement par le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta de la campagne nationale de lutte contre la rougeole. Plus de 8 millions d'enfants maliens entre 9 mois et 10 ans seront vaccinés durant cette campagne qui coûtera près de 4 milliards de francs CFA. Table ronde de restitution de l'accord paraphé le 1er mars à Alger par le gouvernement et certains groupes armés. Le ministre des Affaires étrangères clarifie la position du gouvernement sur le processus d'Alger. Selon le chef de la diplomatie malienne, il n'est plus possible de revenir sur les négociations, mais Abdoulaye Diop ajoute qu'une fenêtre reste ouverte, celle des réunions d'échange intermaliens. Il est de retour et c'est là pour 2 ans et demi. Il s'agit de Alain Giresse qui a signé son contrat aujourd'hui. Le Français reprend l'équipe nationale après un bref et tortueux séjour au Sénégal. Une double mission l'attend, qualifier l'équipe nationale pour la CAN 2017 et la Coupe du Monde 2018. Bonsoir à tous, merci de votre présence. Dans 10 jours, plus de 8 millions d'enfants maliens entre 9 mois et 10 ans seront vaccinés contre la rougeole. Et c'est le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, qui a procédé ce matin au lancement de la campagne nationale de lutte contre cette maladie redoutable qui continue de faire des ravages sur le continent. Près de 4 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour le Mali et ses partenaires pour atteindre au moins 95% de couverture vaccinale. Mohamed Jara, reportage. Tous unis pour une cause noble, la survie de l'enfant. Une mobilisation soutenue par un engagement politique au plus haut niveau. Le président de la République a administré la première dose de vaccin à ce nourrisson de 9 mois. Il a été imité dans son geste par le Premier ministre et les partenaires techniques et financiers. Ensemble, le Mali et ses partenaires mènent la croisade contre cette maladie meurtrière. La vaccination demeure le seul moyen de protection des enfants contre cette redoutable maladie. À titre d'exemple, entre 2000 et 2013, la vaccination anti-rougeole a permis d'éviter plus de 15 millions de décès. Cependant, le combat est loin d'être gagné. Malgré la réduction considérable de la mortalité due à la rougeole, il reste vrai que la couverture vaccinale, la qualité des programmes de vaccination et la qualité de la surveillance de la maladie dans la région africaine n'ont pas encore atteint le niveau requis pour mettre le continent à l'abri d'une résurgence de la maladie. Dans les pays à fort taux de morbidité et de mortalité liés à la rougeole, la vaccination systématique des enfants est une des stratégies de santé publique essentielles pour réduire le nombre de décès. Cette campagne qui dure 10 jours concerne plus de 8 millions d'enfants de 9 mois à 14 ans. Pour la réussite de l'opération, le Mali et ses partenaires n'ont pas lésiné sur les moyens. Près de 4 milliards de francs CFA ont été mobilisés. Vacciner plus de 8 millions d'enfants, y compris dans les zones les plus reculées et surtout dans les contextes Ebola, nécessite une préparation minutieuse et une implication effective de tous les partenaires. C'est le lieu de remercier tous les techniciens du département de la santé ainsi que les acteurs qui ont contribué à l'organisation de cette campagne. Le coût global de la campagne s'élève à près de 4 milliards de francs. L'UNICEF y a contribué pour environ la moitié, y compris l'achat de plus de 9 millions de doses de vaccins. La présente campagne revêt un enjeu majeur, puisque l'obtention d'au moins 95% de la couverture vaccinale pour chaque district sanitaire du pays au cours d'une évaluation post-campagne ouvrira la voie pour le pays à l'introduction d'une deuxième dose de vaccin contre la rougeole et le vaccin contre la rubéole dans le PEV de routine. Votre lutte contre la rougeole va en droite ligne vers l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement, notamment le 4e objectif du millénaire pour le développement OMD4, qui vise à réduire de 2 tiers d'ici 2015 le taux de mortalité globale des enfants de moins de 5 ans.
Les enfants ont présenté un sketch dans lequel ils mettent l'accent sur l'importance de la vaccination, laquelle demeure un droit pour eux et un devoir pour les parents. L'ensemble instrumental a contribué à sa façon à la sensibilisation du public sur le respect des bonnes pratiques d'hygiène. La première dose de vaccin a été administrée à un nourrisson de 9 mois par le président de la République. Occasion pour Ibrahim Boubacar Keïta de lancer un appel aux parents à faire vacciner les enfants. Le chef de l'État, qui vous allez entendre, salue les efforts des partenaires techniques et financiers dans la lutte contre la rougeole au Mali. Nous l'écoutons au micro de Mohamed Diarra. Je crois que si un progrès de l'humanité est à saluer, c'est bien l'invention du vaccin, la vaccination. Et de Pasteur à aujourd'hui, on a parcouru un long chemin. Quand vous pensez que près de 16 millions d'enfants ont été sauvés de la mort grâce à la vaccination très récemment, et que 300 millions d'enfants ont été vaccinés à travers le monde, grâce à l'action notamment de Gavi. Vous comprendrez pourquoi je me suis rendu à Berlin pour assister en compagnie de Mme Merkel et du président Jakaya Kikwete de Tanzanie à la reconstitution des fonds de Gavi. Ce n'était pas une balade. C'est ce que je fais dans l'intérieur du Mali, du peuple du Mali, singulièrement pour la sauvegarde de la vie de nos enfants. Et c'est bien évidemment avec un grand plaisir que je suis venu ici aujourd'hui, à Irimadio, pour administrer cette première dose de vaccin au jeune Guindo. C'est nécessaire pour sa survie. Et je crois que la rougeole est connue pour ses effets négatifs. Et mieux on la combattra, mieux cela vaudra. Je crois qu'il est bon que tous les enfants en âge d'être vaccinés, on l'a dit, de 9 mois à 14 ans, le soient. C'est là aussi un devoir impérieux des parents. Quand on aime son enfant, on le fait vacciner. On sauvegarde sa vie. Pensez-vous tous les vaccins qui ont sauvé des vies, qui ont permis l'équilibre des enfants, leur fonctionnalité, s'il y avait eu autant d'engouement des premières années pour le vaccin anti-polio par exemple, beaucoup de nos enfants ne seraient pas handicapés. C'est donc que le vaccin est important, le vaccin est essentiel. Et je voudrais profiter de votre micro pour remercier tous nos partenaires. L'UNICEF, évidemment, l'OMS, l'USAID et tous les partenaires bilatéraux, tous. Et Gavi, évidemment. J'étais à Berlin avec cette fantastique mobilisation de l'ensemble mondial autour de Mme Merkel, de Bill Gates, de la Fondation Bill et Melinda Gates, et de d'autres personnalités mondiales reconnues pour leur générosité et leur souci de l'autre, de l'altérité. Et ça a été une magnifique cérémonie au cours de laquelle des fonds fabuleux ont pu être réunis en un laps de temps très court. C'est donc la santé des enfants du monde, la santé du monde est le souci de ceux-là qui, fort heureusement, ont été bien pourvus par le sort, qui n'en oublient pas pour autant ceux des déshérités. Une belle cérémonie et permettez que je remercie également les autorités communales, toute la population de Irimadio pour cet accueil qui est tellement festif qu'on en oublie presque l'objet. Il s'agit d'un objet grave, d'un objet sérieux. Merci à Irimadio, merci au ministère de la Santé et merci à tous nos partenaires. Voilà, c'était là l'appel du chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta aux parents à faire vacciner les enfants. Je vous signale également que Pascal Afiguissan a été reçu tout à l'heure à Koulouba par le chef de l'État ainsi que des investisseurs turcs qui sont en visite au Mali. À retrouver dans cette édition le compte-rendu d'audience avec Amadou Sankaré. À présent, cette question. Où en sommes-nous de l'enquête sur l'attentat perpétré au restaurant
bâtiment La Terrasse. Le ministre de l'Information, porte-parole du gouvernement, a animé cet après-midi une conférence de presse afin de faire le point. Isaac Tienou nous en parle. Donner la vraie information aux Maliens et aux amis du Mali, voilà pourquoi le ministre de l'économie numérique, de l'information et de la communication, porte-parole du gouvernement, était face à la presse. Dr Shogel Maïga, suite à l'attentat perpétré à La Terrasse, a informé les journalistes de l'évolution de la situation. À ce stade des investigations, c'est qu'une fois arrivés à Bamako, les terroristes sont 3 au départ. Comme je l'ai dit, leur déplacement a été facilité par Boubacar Traoré, mais qui a indiqué que c'est Mauloud Maïga qui a donné les moyens pour payer le ticket de transport de Gao à Bamako, des 3 terroristes. Et lorsqu'ils sont arrivés à Bamako, ils ont logé pendant une certaine période chez les 2 boutiquiers à l'étage de leur bâtiment. Et c'est 2 semaines avant de commettre leur acte terroriste, vers le 25 février, qu'ils ont déménagé dans le bâtiment où Mounirou Cissé a été appréhendé. Au lendemain de l'acte terroriste, Salia Maïga a saisi de nouveau Boubacar Traoré, alias Bois, pour faciliter le transport de la moto sur laquelle circulait M. Mounirou Cissé immédiatement après avoir commis son acte terroriste à La Terrasse, pour donc retourner cette moto à Gao. Et Salia Maïga a donc demandé à son ami de l'aider à retourner la moto à Gao, son ami Don Boubacar Traoré, qui a donc exigé les pièces de la moto. Il se trouvait que les pièces de la moto étaient dans les mains des forces spéciales. Voilà l'atmosphère générale dans laquelle les choses se sont passées. Il y a des interpellations qui continuent à ce stade. Les puces téléphoniques qui ont été utilisées sont en train d'être analysées afin d'approfondir les investigations. Les investigations continuent. Le gouvernement invite tous les Maliens à coopérer avec les forces de sécurité et à rester vigilants. Je saisis l'occasion pour demander très solennellement une nouvelle fois aux Maliennes et aux Maliens, à nos amis qui sont dans notre pays, de redoubler de vigilance. Il faut que vous aidiez les forces de sécurité de notre pays. Vous regardez tout ce qui s'est passé. En réalité, une certaine vigilance de la population aurait permis d'éviter cet acte. Des personnes qui arrivent, qui logent dans un bâtiment pendant près de 2 semaines, qui se déplacent, qui vont dans un autre bâtiment où ils sont enfermés pendant 2 semaines, des citoyens auxquels on demande d'aider à payer des billets pour que certains citoyens quittent des régions du Nord pour venir. Souvent, il y a des habitudes qu'il faut changer. Il faut donc que la population redouble de vigilance, qu'elle collabore étroitement avec les forces de sécurité, parce que l'information la plus importante vient d'abord et avant tout des indices qui sont collectés auprès de la population. Vous voyez, le policier qui a perdu la vie, malgré qu'il a été tué par la grenade lancée par Mounirou Cissé, c'est à partir des papiers trouvés sur le policier que nous sommes en train de remonter la chaîne pour indiquer que les uns et les autres, au-delà des liens de parenté, au-delà des liens d'amitié, doivent aujourd'hui redoubler de vigilance. Le ministre porte-parole du gouvernement a précisé au cours de cette conférence de presse que le gouvernement ne veut pas commettre d'erreur ou d'impair. C'est pourquoi il n'est rendu public que ce qui est irréfutable.
Autre échange sur d'autres sujets d'importance capitale pour le Mali. Il s'agit de la rencontre des acteurs politiques sur les modifications apportées à la loi électorale, au statut du district et au code des collectivités. La rencontre organisée par le Centre malien pour le dialogue interparti et la démocratie, CNDID, s'inscrit dans le cadre de l'appropriation des textes relatifs à la nouvelle politique de décentralisation. Compte rendu Agali Aga Aguissa. La tenue des prochaines élections communales et régionales constitue un défi à relever. Ces élections coïncident avec la mise en œuvre d'une nouvelle loi électorale au Mali. Et pour mieux comprendre cette loi, le Centre malien pour le dialogue interparti et la démocratie CNDID apporte sa contribution en organisant cette journée d'échange. Le thème de notre rencontre d'aujourd'hui, l'appropriation des modifications de la loi électorale, du code des collectivités territoriales et du statut du district de Bamako est d'une pertinence indiscutable compte tenu de l'agenda électoral d'une part et des initiatives des plus hautes autorités relatives à l'amélioration de notre processus de décentralisation d'autre part. Des pourparlers portant, entre autres, sur l'appropriation des modifications de la loi électorale, le statut du district de Bamako. Les participants devront également approfondir leurs connaissances en matière de processus de régionalisation et d'élection des conseillers régionaux au suffrage universel direct. Selon le président de la fondation CNDID, Mouriba Keïta, cette journée donne le ton à une série d'échanges dans le district de Bamako et les régions de Kaï, Kouloukoro, Sikasso, Ségou et Mopti. Le mouvement du 22 mars, MP22, a animé ce matin une conférence de presse à la radio Kaïra. Les dirigeants du MP22 ont échangé avec les journalistes sur 2 points, l'accord d'Alger du 25 février et les activités prévues pour le 3e anniversaire de la création du mouvement MP22. C'était ce matin à la radio Kaïra, une conférence de presse animée par les membres du mouvement du 22 mars MP22. Et nous avons ce communiqué, dans un communiqué déposé donc à notre rédaction, le mouvement Sabati 2012, après avoir examiné de fond en comble le document de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali paraphé le 1er mars 2015 par le gouvernement du Mali, une partie des groupes armés, il affirme son soutien indéfectible aux autorités du Mali, à la médiation internationale et aux groupes armés qui ont paraphé le dit accord de paix et de réconciliation. L'association Solidarité pour Ménaka communique aussi. L'association donc Solidarité pour Ménaka témoigne son soutien inconditionnel au gouvernement du Mali suite au paraphat du projet d'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Un effort global des enseignants pour une meilleure éducation, c'est le thème d'une rencontre sous-régionale dont les travaux ont débuté ce matin à Bamako. Sorana Kamisoko nous en dit plus. Ils sont réunis pendant 3 jours pour discuter de l'avenir de l'école malienne. Une école qui connaît aujourd'hui de sérieux problèmes. Baisse des niveaux des élèves, conditions difficiles du travail des enseignants et manque de professionnalisme de certains enseignants. C'est pourquoi, à l'ouverture des travaux, le secrétaire général du syndicat national de l'éducation et la culture dira que l'éducation de qualité reste et restera au centre des priorités du programme pour le développement mondial. L'éducation est un aspect essentiel du développement de toute nation. Sa réussite passe par la conjugaison des efforts de tous les acteurs concernés. Le SNEC, conscient du rôle qui lui est dévolu dans la mise en œuvre de la politique nationale en matière d'éducation, œuvre inlassablement à la recherche des solutions aux défis. Aussi, reconnaissant les efforts réels du gouvernement et les limites de ses moyens, il travaille à rechercher des partenaires pour appuyer les initiatives nationales. La rencontre a été possible grâce à l'UNESCO et l'International de l'éducation. En 2000, on nous avait promis qu'en 2015, on aurait une éducation de qualité pour tous. Et force est de constater que nous ne sommes pas là encore. Nous sommes loin. Il y a eu beaucoup de progrès, il y a eu beaucoup d'efforts, nous reconnaissons ça.
mais nous sommes aussi convaincus qu'il y a moyen de faire mieux. Et pour ce faire, il faut davantage écouter les enseignants, les enseignantes. Il me plaît de vous rassurer de la disponibilité de nos différents départements à travailler en harmonie avec les syndicats pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants pour une école et une culture plus performantes. À l'issue des travaux, les syndicalistes projettent des visites de terrain pour voir l'état de fonctionnement de certains établissements scolaires. Rencontre d'échange ce matin au rectorat, ici dans le cadre du partenariat entre l'Université de Bamako et celle du Luxembourg. Les participants vont procéder à la mise en œuvre du programme indicatif de coopération 2015-2019 entre le Mali et Luxembourg. Béli Kone, reportage. La formation des enseignants, des chercheurs ainsi que celle des étudiants demeure une priorité du département en charge de l'enseignement supérieur. Cette conviction est partagée par certains pays partenaires du Mali. À travers cette rencontre de 2 jours, la coopération luxembourgeoise exprime son soutien au Mali. Au menu, la formation des nouvelles filières porteuses au niveau de 2 universités du Mali, à savoir l'Université des sciences sociales et de gestion et celle des sciences juridiques et politiques de Bamako. Il s'agit d'une rencontre entre l'université, les responsables de l'Université du Luxembourg en droit et en économie et les principales universités de la sous-région, donc les universités du Sénégal, du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire. En rencontrant effectivement les principaux acteurs en droit et en économie des universités de Bamako. Souci pour développer une coopération interuniversitaire. La coopération luxembourgeoise apporte à nos 2 universités une assistance multiforme. Nous allons créer dans le cadre de cette coopération de nouvelles filières à l'USJPB et à l'USSGB. Dans le même temps, les enseignants vont se déplacer. Je crois que c'est une déclaration extrêmement importante pour nous de renforcer une coopération qui existe déjà, mais on peut encore la développer davantage et c'est pourquoi nous nous réjouissons vraiment de notre présence parmi nos frères maliens. Au cours de la rencontre, le renforcement des liens entre les pays à travers des bourses de formation a dominé les débats. Il faut noter à cette rencontre la présence de la République de Côte d'Ivoire, du Burkina Faso et du Sénégal. En 4e région, près de 320 millions de francs CFA serviront à payer les indemnités des agents de santé communautaires jusqu'en fin 2015. Le protocole d'accord y afférent a été signé ce jeudi à Ségou. Le reportage de notre correspondant sur place à Maguilé, au Goubaradolo. La présente signature du protocole d'accord entre les maires des communes du Cercle, les autorités sanitaires et PCI Mali est une bouffée d'oxygène dans la prise en charge des indemnités des agents de santé communautaire ASC de juin 2014 à décembre 2015. On disait que quand l'UNICEF va se retirer, comment va devenir ce programme? Et il y a quelques jours, à travers la tutelle, nous avons appris que la relève est en train d'être assurée. D'une enveloppe de 319 960 000 francs CFA financée par le Fonds mondial à travers l'ONG Population Service International, PCI Mali, cet apport permettra aux ASC une motivation à la dimension de leur rôle. Les ASC jouent un rôle clé dans les prestations des services de santé dans le pays et surtout dans tous les domaines. Ce n'est pas seulement le paludisme. Et le Fonds mondial et PSI, nous sommes très heureux de pouvoir aider le système sanitaire à rémunérer ces gens clés qui agissent sur le terrain. Je voudrais déjà inviter nos élus à commencer la réflexion après ces conventions et sinon ces protocoles que nous allons signer ce soir, parce qu'il y aura également une fin. Donc déjà, il faut commencer à penser, à réfléchir à la poursuite après ces protocoles que nous allons signer. Auparavant, le directeur national de la santé, Dr Georges Dakono, a situé l'événement dans son cadre avant de remercier ce partenariat.
Le colloque sous-régional sur le flux illicite des ressources financières dans le secteur minier a pris fin aujourd'hui. Il ressort de la réunion que désormais il sera mis en place une structure parlementaire au niveau du continent pour le contrôle du flux financier des ressources minières. Je vous rappelle que l'initiative est de l'Institut de recherche et de promotion des alternatives de développement en Afrique en collaboration avec Trust Africa. Mariam Sagara pour le compte-rendu. Il est né désormais une synergie d'action à la rencontre de Bamako pour recadrer et approfondir les travaux des participants afin de trouver une solution au flux financier des industries extractives dans le continent. L'Afrique avec ses ressources minières, avec ce pétrole, avec toutes ces autres ressources de l'uranium. Bien sûr, l'Afrique avec l'index des Nations Unies qui élabore ceci a démontré que la substance de l'Afrique est vraiment très basse. Avec toutes ces valeurs économiques, avec toute cette richesse, nos populations ont une subsistance vraiment très minable. Tout cela est dû au flux financier qui est en train de se passer à travers toutes ces industries extractives, parce que l'argent qui doit rentrer dans le cadre de développement de ces différentes communautés qui en souffrent, cet argent est en train de disparaître. Premier du genre, ce colloque de Bamako vise à identifier les actions et les ressources indispensables, notamment les communicateurs, pour bien véhiculer les messages et aussi rentabiliser les dispositions prises contre les flux financiers. Au terme des 2 jours du colloque régional sur les flux financiers illicites dans les industries extractives en Afrique occidentale, vous avez fait preuve d'assiduité pour arriver à un diagnostic réel de ce mal qui nous handicape, mais aussi à faire des propositions de jeu de rôle pour chacun des acteurs afin de trouver des solutions idoines à notre problème commun. Le panel des experts de haut niveau, composé des chefs d'État, veilleront et continueront à appuyer ces spécialistes de la sous-région pour éviter d'alimenter les paradis fiscaux au détriment de notre continent. 20e session ordinaire du Conseil d'administration du Centre national d'appui à la maladie, CNAM. Le bilan de l'année écoulée et les perspectives à l'ordre du jour. Compte rendu, Lamine Keïta. Le Centre national d'appui à la maladie peut se régir de son bilan de l'année écoulée qui reste globalement positif. Le centre a bénéficié d'une inscription budgétaire de 1 121 227 000 francs CFA avec une subvention de 996 millions de francs CFA au titre de la subvention de l'État. Nous avons pu atteindre tous nos objectifs. Les prévisions qui avaient été faites pour l'année 2014 ont été absolument atteints. Les objectifs ont été atteints jusqu'à 95-99% dans certains domaines, notamment dans le domaine des consultations et de tout ce qui concerne les activités qui permettent au CNAM de faire des recettes. On a eu un grand nombre de projets scientifiques qui ont vu le jour et qui ont été exécutés à plus de 95-99% dans certains cas. Et ce centre a également pu développer ses activités de recherche dans le domaine des essais vaccinaux. Mais les perspectives, c'est vraiment le maintien d'abord des acquis. Aujourd'hui, il ne faut pas se le cacher. Nous constituons le centre de référence en matière de dermatologie tropicale pour l'Afrique. Également toute la formation, non seulement des CS de dermatologie, mais également la formation dans le domaine de la léprologie et la référence dans le domaine de la léprologie. Pour les représentants du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le centre est à saluer pour les performances réalisées au cours de l'année écoulée, notamment la gestion de la maladie à virus Ebola. Les résultats qui nous sont soumis pour examen sont très encourageants. Nous ne sommes guère surpris car nous connaissons la détermination des hommes et des femmes de cette structure, leur niveau de technicité et leur dévouement qui ont permis d'engranger des succès. La présente session du conseil d'administration se tient avec un décalage sur l'agenda à cause de la forte implication du centre dans la gestion de la maladie à virus Ebola.
D'une session à une autre, celle-ci est la 4e du comité de pilotage du projet extension et renforcement du système des aires protégées au Mali. Les membres du comité se sont appropriés les réalisations du projet au cours de l'année 2014 avant de valider le plan de travail 2015. Des différents documents soumis au comité, il ressort que des résultats encourageants ont été obtenus. Il s'agit à présent de voir comment consolider les acquis. D'autres précisions, c'est avec Mamari Kouni. Des efforts qui se sont poursuivis en 2014. L'année 2014 a été une année phare où nous avons eu à valider un certain nombre de documents par rapport à des études qui ont été faites, notamment l'étude sur la révision de la loi gérant la faune, les textes de création d'un organe autonome de gestion de la faune au Mali, et un certain nombre de plans d'aménagement, dont notamment 4 plans d'aménagement du complexe Wongo, l'appui aux communautés dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. Selon les représentants du PNUD, si les précédents comités de pilotage ont permis d'apporter des améliorations à l'approche globale du projet, force est de noter que nombre de ces résultats restent à parfaire et à consolider. Grâce aux efforts conjugués de tous les acteurs ici présents et dans la zone d'intervention du projet, un avancement significatif a pu être enregistré depuis la dernière session du comité de pilotage. Les prochains résultats de l'évaluation à mi-parcours qui doit démarrer incessamment devraient nous éclairer davantage sur les acquis du projet et leur pertinence dans le contexte actuel, les contraintes et difficultés, mais surtout donner des pistes de réflexion sur les perspectives du projet. En 2015, il s'agira de finaliser les plans communaux d'action environnementale des 11 communes qui couvrent le projet et la préparation d'une phase de consolidation en vue d'une seconde phase, financée par le gouvernement malien avec l'appui du PNUD et du Fonds mondial pour l'environnement. Le projet ERSAP, faut-il le signaler, couvre les cercles de Kenyeba, Bafulabe et Kita dans la région de Kaïo. L'Agence nationale de développement des biocarburants a tenu elle aussi ce matin dans ses locaux la 8e session de son conseil d'administration. Pour 2015, l'ANADEB envisage d'accroître la production et la promotion de l'huile de pourguerre. Abdraman Maïga, reportage. Le budget 2015 de l'Agence nationale de développement des biocarburants, ANADEB, est équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 722 millions de francs CFA. Ce budget, contrairement à celui de l'exercice écoulé, estimé à plus de 580 millions de francs CFA, a connu une augmentation de 23%. Il doit permettre à l'ANADEB de réaliser plusieurs activités, parmi lesquelles le renforcement des capacités de la structure par sa dotation en matériel informatique et la formation de son personnel. Il faut que cette filière se développe parce que c'est ce qu'on va maîtriser, c'est ce dont on dispose et à mon avis c'est l'avenir pour le Mali. J'ai une bonne impression parce que chaque année le nombre de producteurs augmente et les paysans s'intéressent encore plus parce qu'ils ont compris qu'ils gagnent dans le développement des biocarburants. Ce conseil donne également le cutus à l'ANADEB pour la réalisation d'importantes activités de développement et de promotion des biocarburants au Mali. Il s'agit de l'étude de l'impact des biocarburants sur la motorisation, la construction et l'équipement du laboratoire de biocarburants et l'appui à la promotion décentralisée de l'accès aux biocarburants. L'année 2014 a été marquée par une organisation paysanne accrue, à l'issue de laquelle sont nées deux fédérations régionales et une intensification du partenariat public-privé entre notre agence et les porteurs de projets Jatropha d'une part et les ONG d'autre part. Un accent particulier a été mis sur la production d'huile et l'utilisation à des fins énergétiques de l'alcool produit à partir des sucreries de Soukala. C'est ainsi qu'en 2014, 200 000 litres d'huile de Jatropha ont été produits et commercialisés. Pour appuyer cette vision du département, en plus des recommandations issues de ce conseil, l'ANADEB alluera en 2015 à la production et à l'utilisation de l'huile de Jatropha comme biocarburant la somme de 30 millions de francs CFA. Les membres du comité de pilotage du programme de microfinance rurale évaluent à mi-parcours le bilan de leur activité. C'est au cours de la première session extraordinaire de leur projet. Les travaux doivent leur permettre d'entamer un nouveau partenariat avec le gouvernement canadien qui appuie l'initiative. Batraoré, les détails. La présente session doit examiner et adopter le plan de travail du PMR, programme microfinance rurale.
De même, les membres du comité de pilotage devront statuer sur le budget révisé de l'année en cours. Un budget qui s'élève à 5,3 milliards francs CFA contre 2,9 milliards francs CFA comme initialement adopté lors du dernier comité de pilotage en février dernier. Autre fait marquant de cette session extraordinaire du comité de pilotage du PMR, le démarrage d'un nouveau partenariat entre le gouvernement du Canada et celui du Mali. Cette session extraordinaire du comité de pilotage du PMR s'inscrit dans le cadre du démarrage d'un nouveau projet. Le projet Affirma, appui à la finance inclusive et rurale au Mali, sur le financement canadien. Nous venons de signer la convention entre le gouvernement canadien et le gouvernement du Mali pour démarrer ce projet. Le coût global du projet du PMR s'élève à 20 milliards de francs CFA. Ce coût vient juste d'être révisé suite à l'accord de don que le gouvernement vient de signer avec la coopération canadienne d'environ 5 milliards. Il s'agit pour le programme de soutenir 315 000 ruraux porteurs de demandes productives au sein des ménages agricoles. Cette contribution facilitera, j'en suis sûr, l'accès aux services financiers de qualité pour environ 100 000 ruraux et permettra à plus de 15 systèmes financiers décentralisés, en plus des organismes d'encadrement du secteur, de renforcer leur présence dans les zones rurales au Mali. Rappelons que ce programme a été lancé en 2011. Il s'étend sur 8 ans et prendra fin en 2018. 10e session ordinaire du conseil d'administration de l'hôpital de Tombouctou, un établissement public en voie de normalisation, mais qui doit faire face à des défis liés au retour des redéployés et au manque de spécialistes. Faisons le point avec Yéa Tandina. L'établissement public hospitalier de Tombouctou est une structure de deuxième référence qui offre à la population de la région un plateau technique assez satisfaisant. Cependant, cette 10e session du conseil d'administration se tient dans un contexte marqué par d'énormes défis. Il s'agit pour cela du retour des redéployés et celle des nouvelles affectations et nouveaux recrutements dotés en produits pharmaceutiques et autres consommables permettant de reconstituer les stocks nécessaires. Réhabilitation des locaux dont la réalisation devrait être confiée à une sélection d'entreprises. Pour un budget prévisionnel d'environ 450 millions de francs CFA, reparti entre 76% de la subvention de l'État et le reste fonds propres. L'Assemblée a acclamé les résultats de l'année 2014 réalisés à 112%. Le redéploiement, il y a certains agents qui sont retournés. Le gynécologue n'est pas retourné, le chirurgien n'est pas retourné. Donc nous avons des problèmes par rapport à ces spécialistes. Donc avec l'appui de l'ONG MSF, nous envisageons de recruter un gynécologue. Et on compte aussi sur l'État pour l'affectation du reste du personnel. Depuis quelques mois, il y a en tout cas des efforts importants pour vraiment accompagner le retour du personnel qui était déjà parti. Et d'autre part, il y a également un recrutement de personnel dont le processus est en cours. À l'hôpital de Tombouctou, la situation est en voie de normalisation. La revitalisation des différents services à travers des nouveaux équipements et la dotation en médicaments constituent des priorités en 2015. Et toujours dans les régions, l'anniversaire de Radio Coton FM de Koutiala a été célébré dans la joie avec à la clé la présence de nombreux auditeurs. Une visite guidée des locaux ainsi que les témoignages ont marqué la célébration des 8 ans d'existence de la FM. Amari Diarra, correspondance. C'est par une lecture de Coran et une visite guidée que les festivités de la deuxième célébration de la création de la radio Coton FM de Koutiala ont débuté. Et le public de la capitale de l'Or Blanc est venu en nombre pour marquer son attachement à cet outil de communication. Le jour dédié Journée de coton est une grande opportunité pour réfléchir d'une part sur le renforcement des capacités des acteurs de l'agriculture et d'autre part sur le maintien et l'amélioration de la qualité de l'or blanc dans le Miengala. Émettant sur les 101.3 dans le quartier de Sinsina, la radio Coton FM s'impose dans le paysage médiatique du Miankala. J'aime cette radio parce qu'elle contribue au développement du sacre du Koutiala. Notre souhait, c'est d'offrir un jour une télévision aux blancs populations de la capitale de l'Or Blanc. Le folklore du terroir était là pour agrémenter cette fête de la radio.
Table ronde de restitution au ministère des Affaires étrangères sur l'accord paraphé le 1er mars à Alger par le gouvernement et certains groupes armés. Une rencontre qui a regroupé les responsables de la majorité présidentielle, de l'opposition, de la société civile et les représentants des syndicats. Pour le ministre Diop, il n'est plus possible de revenir sur les négociations, mais des réunions d'échange intermaliens restent ouvertes, nous précise Moussa Fane. Après le paraphe de l'accord d'Alger, la délégation gouvernementale continue sa restitution aux forces vives de la nation. Au cours de cette rencontre, le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale a expliqué les tenants et les aboutissants de l'accord. Le document d'accord qui vous a été présenté est un document de compromis. Un document de compromis qui inclut toutes les évolutions, toutes les parties prenantes qui ont été écoutées ici et là, y compris la société civile, les communautés, au bout de 8 mois de discussion. Discussion directe entre les parties, discussion à travers la médiation ou d'autres formes de contact. Donc aujourd'hui, ce document que nous avons accepté, nous le disons encore une fois, parce que le gouvernement avait beaucoup de réserves aussi sur le document, comme les autres parties. Mais à un moment, nous devons faire des choix pour aller vers la paix. Et ce document représente ce compromis dynamique. Nous pensions que l'essentiel était acquis, c'est-à-dire l'unité nationale, la souveraineté de l'État, l'intégrité territoriale, la forme républicaine de l'État et son caractère laïque. Pour nous, l'essentiel était acquis. Et pour nous également, en tant que civilisation séculaire, nous avons vécu ensemble avec toutes les races, de toutes les dimensions, dont nous pensions vraiment qu'entre nous, tous les arrangements étaient possibles. Selon le porte-parole de l'opposition, le refus de MNLA et ses alliés de parapher le document est contraire au processus des pourparlers. Pour nous, cet accord n'est pas un bon accord pour le Mali. Il contient les germes de désintégration rampante du pays que nous avons connu. Nous regrettons encore une fois qu'en vue des pourparlers d'Alger, les autorités n'aient pas cru devoir procéder à de véritables concertations sur les questions de fond. L'appellation Azawad, citée parmi les 3 éléments retenus comme fondement du règlement concerté du conflit, est définie comme une réalité socio-culturelle, mémorielle et symbolique, constitue une véritable imposture politique et est porteuse de germes réels de séparatisme auquel Malien ne doit sous-estimer. La disposition qui consiste à assurer une meilleure représentation des populations du nord du Mali dans les institutions et grands services, corps et administrations de la République est une violation de notre Constitution. Une violation des règles de valeurs républicaines qui ne saurait admettre ni une administration partisane, ni une administration communautariste. Le document paraphé conduit le Mali dans un nouveau système d'autonomie de fait des régions. L'architecture de l'accord, les multiples engagements, le calendrier de mise en œuvre, les capacités de l'État et des collectivités rendent difficile son application. Les mesures préconisées sur le calendrier n'est pas respectées peuvent aboutir à des frustrations pouvant conduire à des blocages, voire à des remises en cause. En somme, il convient que le gouvernement sache que sur de nombreux points, le document paraphé suscite de la part des membres de nos concitoyens des interrogations et des doutes légitimes. Pour les représentants de la société civile et les syndicats, les lignes rouges tracées par les chefs de l'État n'ont pas été franchies. Selon eux, le document réserve l'essentiel. Il faut qu'on ait une étude de nous. Il faut qu'on soit responsable de nous. Et c'est cela qui fait la lecture par rapport à ce que nous avons. Tout le reste du problème peut se gérer en tant que Malien. On peut le gérer ici ensemble. Les syndicats que nous sommes, soucieux du développement socio-économique du Mali, dans une paix totale, dans un Mali un et indivisible, nous ne ménagerons aucun effort pour soutenir la médiation dans les activités de la mise en œuvre du présent accord.
Le ministre Diop a invité la presse au respect de la déontologie journalistique. Nous avons constaté que beaucoup de médias internationaux, surtout ces derniers temps, ne jouent pas un rôle constructif. Font l'apologie du séparatisme, se font les caisses de résonance du groupe séparatiste et parlent même des peuples de l'Azawad. Je voudrais bien leur rappeler notre devise, un peuple, un but, une foi. Et qu'ils travaillent en dehors de toute règle déontologique. S'ils ne peuvent pas faire preuve de professionnalisme et d'objectivité, qu'ils laissent les Maliens qui connaissent leur pays faire des choix. Ils n'ont pas à s'insérer pour diviser les Maliens. Cette table ronde a regroupé les responsables de la majorité présidentielle, de l'opposition, de la société civile et les représentants des syndicats. Et vous pourrez suivre juste après ce journal un magazine spécial consacré à la tournée de restitution des ministres du gouvernement dans les régions par rapport au paraphe de l'accord d'Alger pour la paix et la réconciliation nationale issu du processus d'Alger et la position actuelle du gouvernement. Un magazine signé Moussa Hari Maïga. Le chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta, a reçu en audience les investisseurs turcs en ce jour au Mali. Ces investisseurs sont venus au Mali pour renforcer le partenariat existant dans plusieurs domaines comme l'agriculture, les mines, l'agro-industrie et l'artisanat. Je vous propose d'écouter le chef de la délégation turque au micro de Amadou Sankaré à sa sortie d'audience. Nous sommes venus en tant que délégation turque. C'est la rencontre qu'a eu le président de la République du Mali avec notre président, l'amitié qu'ils ont eue. Et nous sommes les fruits. Et ces hommes d'affaires, ça, ils sont dans l'immobilier, dans les meubles, et surtout on est ici pour faire le projet France-Afrique. Et l'invitation du président qui nous a menés, on est venu avec notre cœur, notre grand cœur ouvert, et on va tout faire le maximum pour développer le pays. Moi, en tant que président, le responsable de la délégation, je suis le représentant de l'IMAC. C'est la plus grande société qui est en Turquie. Et on a fait des travaux, on a présenté nos projets pour faire le projet Sommet France-Afrique avec l'autorisation de notre président du Mali. On va faire le projet du Sommet France-Afrique. Et à côté de ça, bien sûr, on fait les infrastructures de route, on fait et le nouveau aéroport qui pense à faire construire. On est dessus, il y a beaucoup de projets. On a commencé à discuter pour tous ces projets-là. Mali, c'est un pays formidable. Merci. Direction d'Eguela, 5 km de Kangaba, où on a lancé ce matin les travaux du projet, mobilisation des ressources en eau, réalisation d'adduction d'eau potable et assainissement dans les centres ruraux et semi-urbains. Moïse Traoré est notre envoyé spécial. Le projet de mobilisation des ressources en eau et d'outils pour le développement dans les centres ruraux et semi-urbains couvre les premières, deuxième et cinquième régions. Le mandat relevant de la deuxième région, c'est Deguela qui reçoit la cérémonie de lancement. Outre l'accès à l'eau potable, le projet favorise des actions d'assainissement. Il est prévu de réaliser 235 forages productifs dans 104 localités des régions de Koulikoro et Mopti, ainsi que la réhabilitation et l'extension d'environ 20 centres dans les régions de Koulikoro, Mopti et Kay. Et n'oublions pas le volet d'assainissement, où il est prévu la construction de 5000 latrines familiales et 200 latrines publiques, ainsi que 2000 puisards. Autorités et populations locales attendent de nouvelles actions dans les domaines de l'éducation et de la santé pour parfaire leur bonheur. Le présent projet de plus de 21 milliards de francs CFA est financé à hauteur de 87% par une subvention de la coopération allemande et une contribution du gouvernement à hauteur de 13%. Il me plaît, en qualité de ministre en charge de l'eau, d'exhorter les représentants des entreprises de travaux et bureaux d'études
à veiller à ce que les prestations qui vous sont confiées soient réalisées dans les règles de l'art et dans le respect strict des délais contractuels. Ascon, qui a répondu et gagné un marché sur appel d'offres international, est suffisamment outillé pour mener avec ses propres moyens l'ensemble des travaux à terme. Déguéla est un des 11 villages de la commune de Minignan qui compte 18 125 mandékas. Allez, du sport, la première édition du Forum international sur le sport vient d'être lancée à Bamako. Durant 3 jours, plus de 200 participants, notamment des sportifs de haut niveau et des dirigeants du domaine, échangeront sur différentes thématiques visant à promouvoir les valeurs sportives telles que la coopération et la tolérance. Aldoumatina nous en dira plus dans nos prochaines éditions. Le Sénégal rejoint le Nigeria en finale de la CAN Junior. Les Lionceaux sénégalais ont battu les Aiglons du Mali par le score de 2-1, compte rendu Abdul Karim Kaba. Tout est allé vite dans cette deuxième demi-finale entre le Mali et le Sénégal. D'abord, les Lionceaux ouvrent la marque à la suite d'un coup franc à la 57e seconde. Moussa Koné a inscrit ce but. La réplique malienne ne se fera pas attendre. Alassane Diallo a égalisé pour le Mali à la 4e minute. Après avoir longtemps dominé, les Aiglons ne réussiront pas à doubler la mise. Mi-temps, un but partout. En seconde période, le Mali continue à dominer, mais à la finition, les Aiglons ne sont pas vigilants. 79e minute, la frappe de Hamidou Traoré trouve la barre et tombe dans le cadre. L'arbitre n'accorde pas le but. L'action qui suit est marquée par Moussa Koné pour le deuxième but sénégalais. Les Lionceaux gèrent bien leur avance jusqu'à la fin du match. Le Mali est ainsi éliminé et le Sénégal se qualifie pour la finale de la 19e édition de la CAN Junior Sénégal 2015. La finale est prévue ce dimanche à partir de 19h30. Auparavant, le match de classement opposera le Mali au Ghana. Match à suivre, bien sûr, sur le RTM. Et à l'issue du match Mali-Sénégal qui s'est déroulé aujourd'hui, jeudi, le ministre des Sports, au nom du président de la République, du gouvernement et du mouvement sportif national, adresse ses félicitations aux Aiglons du Mali ainsi qu'à leur encadrement technique pour leur brillante prestation et les rassure de son accompagnement indéfectible pour la fin de la compétition, mais aussi pour la Coupe du Monde Junior à laquelle ils prendront part en Nouvelle-Zélande. En outre, le ministre des Sports salue la détermination des supporters maliens et de la presse sportive malienne. Il est de retour. Il s'agit du Français Alain Giresse qui a signé ce jeudi un contrat de 2 ans et demi comme sélectionneur des Aigles du Mali. Giresse aura pour mission de qualifier l'équipe nationale pour la CAN 2017 et la Coupe du Monde 2018. Ce contrat entre en vigueur à partir du 1er avril jusqu'en novembre 2017. Ce retour de Giresse est rendu possible par sa grande connaissance du milieu sportif malien et surtout avec l'accord de certains joueurs, nous précise Kalifana Matraoui. Son retour est désormais acté. Alain Giresse retrouve les travées de la Fédération malienne de football et certains membres du comité exécutif qu'il a côtoyé lors de son premier passage au Mali entre 2010 et 2012. Pas de temps à perdre pour Gigi qui signe son bail de 2 ans avec des objectifs bien précis. Les qualifications à la Coupe d'Afrique des Nations 2017 et à la Coupe du Monde 2018 et un bon parcours au rendez-vous continental. Le choix du comité exécutif se justifie pleinement. Ce choix ne peut pas aussi et ne doit pas aussi se faire à l'insu des joueurs. On a aussi écouté la composante de cette équipe nationale. Il faut être capable toujours de maintenir une cohésion dans le groupe. Monsieur Giresse a aussi fait des concessions, et des concessions financières pour pouvoir revenir au Mali. Alain Giresse ne veut point se replonger dans ce passé récent lorsqu'il mène les Aigles sur le podium d'une CAN 40 ans après une finale perdue en 1972 et un finish tumultueux de contrat qui ne lui a pas permis de poursuivre la collaboration.
Une nouvelle page s'ouvre donc et il lui appartient d'accomplir la mission à lui assignée par les responsables du football malien. Il y a du travail, il y a des challenges, il y a des échéances. Voilà, il va falloir vite se replonger dans ces perspectives qui arrivent, c'est-à-dire rapidement retrouver l'équipe, retrouver le terrain, l'état d'esprit et mettre en place toute une dynamique pour cette équipe. Oui, les missions sont connues. Comment atteindre vos objectifs maintenant? Par palier, c'est-à-dire que déjà, faire un petit peu l'état des lieux, prendre un petit peu mesurer les forces en présence, les points forts de l'équipe, les points moins forts, les équilibres à trouver, les complémentarités, la dynamique, voilà, tout ce qui fait qu'une équipe a besoin, et puis les à côté, c'est-à-dire toute l'organisation, toute la logistique qui est nécessaire, indispensable, pour que justement tout fonctionne et qu'il n'y ait pas de problème de côté-là et pas de perturbation. Le défi est énorme et Alain Giresse veut aller très vite. Avant même la prise officielle des fonctions le 1er avril, le sélectionneur entend faire sa première revue de troupes lors des 2 matchs amicaux les 25 et 31 mars prochains contre le Gabon et contre le Ghana. Des rencontres qui seront dirigées par le directeur technique national. Le premier vice-président de la Fédération malienne de football a exhorté les Maliens à s'unir pour le rayonnement de notre football. Voilà pour l'essentiel de l'information. Demain à 10h-13h et retrouver Aïssata Ibrahim Maïga. Amaramali Diallo vous présentera les éditions du soir. Tout à l'heure, la météo avec Balkissa Aïdara. Mohamed Ouldouma-Mouni sera là aussi pour le journal des formations aux environs de 21h30. Grand merci à nos téléspectateurs d'Angola et du Congo-Brazzaville. Bonsoir à tous.